L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Téli Diallo, conducteur technique Ibrahim Das Silla, cadrage Fodé Sissé, Momelamine Sissé, Mamadou Ouri Sissé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nos préférés. Ce mercredi 15 août 2018, pour vous aider à mieux comprendre ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Vous nous pratiquez à l'intérieur du pays grâce à Pacifique FM sur la 96.6 à Zérekoré. Également, cette émission est suivie en direct à Kindia grâce à notre relais 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous choisir. Au menu de ce rendez-vous, nous avons un invité parcours. Avec lui, nous allons passer au peigne fin, ce qui domine l'actualité. Son nom, Dr Sékou Kouressi Kondé, vous le voyez déjà à l'écran, ancien ministre de la Sécurité sous Lansana Conté, ancien médiateur de la République, également ancien secrétaire général du Conseil national de la transition. Il est directeur exécutif de African Crisis Group. Avec lui, nous allons commenter l'actualité, vous le savez, qui reste dominée par cette supposée vente du port autonome de Conakry. Également, la crise sociale éclatée au lendemain de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Aujourd'hui, les négociations sont pratiquement au point mort. Quelle solution préconise-t-il? Vous l'entendrez dans cette émission. Également, il donnera son avis sur ce qui fait l'actualité politique, ces jeux d'alliance ou les arrangements politiques pour résoudre les contentieux électoraux en Guinée. Crise également dans le secteur de l'éducation sera abordée avec lui dans cette émission. Et d'autres sujets viendront meubler ce débat avec lui. Il est déjà installé également pour m'accompagner à réaliser cette émission. Les experts, les habitués de cette émission, ils sont trois cet après-midi avec moi. Amadou Makissa Diallo, bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir également Bakar Kondé. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bari Mamadou Dé, bonsoir. Bonsoir. Notre invité parcours, vous le voyez juste à gauche selon ma position, Dr Sékou Kouressi Kondé, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est un plaisir. Le plaisir, il est partagé parce qu'à chaque fois on a besoin de vous, vous répondez. Merci beaucoup. Une fois encore, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais, l'invité parcours Dr Sékou Kouressi Kondé. Nous allons passer au peigne fin, ce qui domine l'actualité avec lui tout au long de cette émission. Alors, monsieur le ministre, merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est cette situation qui prévaut au niveau du port autonome de Conakry. Est-ce que vous avez la nouvelle également que le port a été vendu? Oui, d'abord, je dois vous remercier pour cette invitation et pour toutes les améliorations que je constate ici, dans vos installations, et le plaisir d'être avec votre équipe, et qui sont les uns et les autres de journalistes assez respectables et assez respectés. Et je pense que c'est rassurant. Ceci dit, oui, nous avons eu écho des réactions syndicales concernant une perspective, une tentative de vente d'une partie du port de Conakry. Nous avons même été saisis de façon informelle par les acteurs concernés, puisque en tant qu'acteur, en tant que plateforme de la société civile, la Convention des acteurs non étatiques de Guinée a été approchée sur la question. Ceci dit, et comme à l'accoutumée, je souhaite qu'il y ait une rapide clarification de la part du gouvernement de la République. Et je souhaite que le dialogue puisse prévaloir. Et lorsque je parle du dialogue, généralement, et j'ai cette impression, cette mauvaise impression,
que la plupart de mes compatriotes pensent que le dialogue est un geste de faiblesse, que le dialogue est un acte d'abandon, que le dialogue est un recul. Il faudrait se rassurer que le dialogue, c'est le chemin vers la compréhension mutuelle. Et par le dialogue, on peut même respectueusement constater nos divergences. Et par le dialogue, on peut mieux comprendre le sujet et faire appel à d'autres experts et à d'autres expertises pour mieux éclairer nos lanternes les uns et les autres sur ce qui semble constituer une divergence. Je dis encore une fois que l'outil de règlement des différends, l'outil de règlement des malentendus et des conflits reste le dialogue. Et c'est dans ce cadre que je demande au gouvernement d'accélérer ce processus de communication pour que les mouvements syndicaux, pour que les acteurs syndicaux puissent être rassurés et permettre aux uns et aux autres de rassurer les travailleurs concernés et les populations en attente. Je vais terminer sur cette question en revenant sur les pertes énormes que la Guinée enregistre à chaque manifestation, à chaque ville morte, à chaque arrêt de travail par grève, sur les sites comme le port, l'aéroport et les quelques zones industrielles que nous avons. Je n'accuse personne. Je suis acteur de la société civile, je respecte les libertés, je recommande le respect des libertés. Je veux dire que le gouvernement doit envisager le dialogue en termes de prévention pour éviter que les acteurs sur le terrain n'aient l'impression de n'avoir de recours que par la rue et par la rupture. Docteur, c'est vrai, on va toujours rester sur le cas du port. Vous êtes l'un des rares Guinéens aujourd'hui à parler de tentatives. Jusque-là, les gens sont fermes là-dessus. Le port a été vendu parce qu'on parle d'un bail de 30 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu le gouvernement qui a procédé à une telle concession s'il y a eu effectivement ce contrat? Moi, je n'ai pas la lecture gouvernementale. Voyez-vous, j'ai la lecture syndicale. Et qui est quand même respectable. Parce que vous parlez beaucoup plus des conséquences que cela peut engendrer, c'est-à-dire il faut aller au dialogue, tout. Mais est-ce que vous pouvez imaginer, vous personnellement, avec un petit recul, que le gouvernement peut procéder à une telle opération? Je ne pense. Moi, je suis panafricain et très nationaliste africain. Alors, notre pays est convoité, notre pays est suivi. Nous sommes un pays très riche. Vendre la Guinée, c'est comme vendre une partie de nos chairs, de nos corps. Je n'expliquerai pas qu'avec le potentiel humain que nous avons, qu'avec l'expérience que nous avons, et avec les ressources naturelles que nous avons, que nous soyons obligés de vendre nos biens et propriétés. Nous avons eu des industries ici en Guinée. La transition entre la première et la deuxième République est un exemple qu'on ne finira jamais de regretter. Nous avons vendu aux francs symboliques des dizaines d'usines qu'on avait en perspective et en action. Aujourd'hui, je vous rejoins, force est de s'inquiéter de la vente du port de Conakry et je ne cautionne pas, je ne m'associe pas, je veux que le gouvernement donne des clarifications sur la question. Le port est-il vendu ou pas? Justement, docteur, d'entrée, vous parliez tout à l'heure, d'entrée, vous parliez de manque de communication. Est-ce que vous ne pensez pas que le port soit vendu ou pas, c'est parce que le gouvernement n'a pas communiqué? Et depuis le début des débrayages, je pense que personne n'a encore haussé le ton pour donner la moindre explication. Est-ce que vous ne pensez pas que là, de ce côté-là, le gouvernement a toujours encore tort? Nous avons toujours déploré. Je me sens en parfaite harmonie avec vous. Vous savez bien, et vous le savez d'ailleurs très très bien, que même autrefois, et même naguère, la communication préventive a été un outil de dissuasion, a été un outil d'assurance et de réassurance par rapport aux menaces, par rapport aux risques, par rapport aux inquiétudes. Ce qui manque dans le cas d'espèce à notre gouvernement et aux gouvernements successifs, d'ailleurs, en la matière, c'est que nous sommes obligés de réagir pour les amener à agir. Et ceci, finalement, progressivement, crée une rupture de considération et de confiance entre le citoyen et l'État.
Ce qui se passe aujourd'hui préoccupe tout le monde. Et personne ne nous répond. Personne n'explique. Et les acteurs syndicaux s'informent, se renseignent, ils fournissent des documents. Nous avons reçu des documents. Comme pour dire que de ce côté-là, les gens ne parlent pas comme ça à tue-tête. Ils s'appuient sur des éléments de preuve. Alors, il appartient au gouvernement, vous avez raison, de faire preuve de réaction rapide, de prévention et d'ouverture pour permettre, pas seulement aux acteurs d'en face, mais aux populations de comprendre de quoi il s'agit. Par le passé, on sait qu'il y a d'autres concessions également du côté de port. On a vu Bolloré qui a une concession de près de 25 ans. On a comme l'impression, parce que du côté du gouvernement, personne ne communique, mais les secteurs, les syndicats restent convaincus que c'est une vente, parce qu'on parle de près de 30 ans. En pareille situation, quel devrait être le rôle des institutions républicaines? Oui, ce sont les institutions concernées. Il y a une institution qui est dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Il y a une institution qui est permanemment alertée, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement. Une commission parlementaire devait pouvoir réagir par rapport à ça et se saisir. Il y a aussi la justice. Il y a une autre institution, ce sont les médias, qui a son institution, qui constitue une des branches fortes de la démocratie. Donc, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes bien dans votre rôle et je vous en félicite. Il appartient aux autres institutions, au Conseil économique et social, et à l'Assemblée nationale, et au parquet, de s'autosaisir sur cette question qui préoccupe. Vous avez parlé du cas de Bolloré, il y en a d'autres. Ce sont des sites qui ne concernent pas que la Guinée, que les observateurs internationaux, que les institutions internationales surveillent. Nous ne voulions pas à vase clos. La gouvernance mondiale est une question de partage, de transparence et de traçabilité. Et de ce point de vue, nous ne ferons aucun arrangement entre nous ici qui puisse échapper à l'opinion internationale, à l'expertise internationale. Et il faut éviter que la Guinée soit toujours indexée de vendre ou de revendre. La Guinée doit acheter et vendre, et encore une fois, guinéen. C'est ça. Est-ce que le silence qu'on peut mettre entre guillemets du fait qu'il n'y a pas eu cette communication en amont, est-ce que le gouvernement ne veut pas aussi éviter cet effet d'annonce, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites et finalement au bout du tunnel rien, c'est-à-dire on veut être plus pragmatique, on se lance dans des projets, on réalise, et puis au vu aussi de tout le monde, on saura ce dont le gouvernement a pu faire. Moi j'ai une préoccupation permanente. Il faut que les Guinéens se considèrent mutuellement. Lorsqu'on est syndicaliste, on n'est pas un ennemi du gouvernement, on est un partenaire, mais un partenaire averti, un partenaire concerné et un partenaire délégué. Il faut que le gouvernement considère l'engagement syndical comme un engagement citoyen patriotique, comme les porte-voix des travailleurs qui, lorsqu'ils arrêtent de travail, punissent ceux qui ne travaillent pas, mais affectent le processus normal, le cours normal de la vie de la nation. La culture du travail est une culture de société qu'il faut entretenir, qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Tout se passe ici comme si, dès qu'on parle de syndicat ou de syndicalisme, on parle d'affrontement, on parle de guéguerre, donc on parle de méfiance. Il faut déconstruire ça, il faut amener les Guinéens et Guinéennes à comprendre que l'histoire de la République de Guinée est partie de l'histoire du syndicalisme africain après la Deuxième Guerre mondiale. Justement, Dr Descoté, vous privilégiez le dialogue. Les syndicats devaient se rencontrer ce 8. Ils ont renoncé à cette invitation sous prétexte qu'ils ont besoin que le gouvernement recule ou donne des précisions. Est-ce que là c'est la meilleure approche? Refuser d'aller autour de la table et rester à la maison, qu'au lieu d'aller discuter et poser des questions au gouvernement? Ce n'est pas syndical. Le syndicalisme, c'est la négociation. Le syndicalisme, dans son format actuel, a commencé, je dis bien, entre les deux guerres, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Angleterre qui a favorisé, qui a autorisé l'organisation des travailleurs en vue de porter des revendications à un certain niveau. C'est la dernière étape de l'histoire. Aujourd'hui, tout se passe en Guinée
comme si le syndicalisme frisait un peu avec l'action politique, la réaction politique. La réaction politique et la réaction syndicale ne doivent pas être similaires, ne doivent pas se ressembler. Le syndicalisme, c'est la négociation. Le syndicalisme, c'est, encore une fois, l'expertise et l'effort de convaincre son interlocuteur par tous les moyens, en dehors de la violence, par tous les moyens légaux, je veux dire. Et le syndicalisme, acteur social, est plus proche des populations que le gouvernement. C'est pourquoi on les appelle les corps intermédiaires. Docteur, vous parliez tout à l'heure, excuse-moi, vous disiez tout à l'heure que vous avez été saisi, même si c'est de façon informelle, sur ce qui prévaut actuellement au port autonome de Conakry, et à travers, qu'on vous a même fourni des documents. Alors, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est, disons, les termes utilisés. Parce qu'il y en a qui parlent de vente, il y en a qui parlent de concession, il y en a qui parlent de bail. Que disent ces documents? Est-ce qu'on parle effectivement de vente ou bien de bail ou de concession? Parce que les expressions, je pense... Les documents de la partie syndicale s'inquiètent. C'est-à-dire qu'ils ne jugent pas, ils constatent. Ils ne disent pas, on a vendu, on a cédé, on a concédé. Ils disent, nous nous inquiétons des perspectives et des tentatives de vente. Et à partir de ce moment-là, ils sont dans leur rôle pour alerter l'opinion nationale et dire attention. Un rôle d'avant-gardiste. Absolument. Pour dire attention, ce qui commence là peut finir mal. Et moi je pense que voir un groupe de Guinéens, voir un corps guinéen, une corporation guinéenne, revendiquer le bien national, le patrimoine national, et je me sens associé à cela. Et je pense que ça, c'est défendable. Il faut protéger la nation, il faut protéger le patrimoine, il faut protéger nos biens. Oui. Et aujourd'hui, à l'indépendance, ceux qui nous ont aidés à acquérir l'indépendance n'avaient pas la formation que nous avons aujourd'hui, n'avaient pas les outils de vérification que nous avons aujourd'hui. Mais ils ont gagné la meilleure bataille qui soit. La valorisation de l'espèce humaine, la valorisation de l'être humain, la valorisation du noir. En tant que être égal à tout autre. Monsieur le ministre, au cas où il s'avérait que le port a été cédé aux Turcs, à votre avis, qu'est-ce qui aurait poussé ce gouvernement à vendre le port? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'on pourrait céder le port sans le consentement de l'Assemblée, c'est-à-dire sans passer par l'Assemblée? On peut faire fi aux députés et signer un tel accord? Votre question est justifiée. Et on attend de savoir. On ne peut pas imaginer a priori que le gouvernement puisse prendre autant de risques. Mais réservons-nous le droit de poser des questions. Et c'est ce que nous faisons en termes de facilitation. Nous chercherons à comprendre. Nous cherchons à comprendre comme vous. Et je crois que dans les jours qui suivent, nous comprendrons mieux ce qui se passe de ce côté-là. D'ici là, il faut éviter la violence et l'affrontement. En direct sur Sabari FM 97.3 dans l'émission Comprendre l'actualité, Dr Sékou Kourissi Kondé, ancien ministre de la Sécurité, ancien médiateur de la République, ancien secrétaire général du Conseil national de la transition, directeur exécutif de African Crisis Group. Avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui fait l'actualité dans notre pays. Le deuxième sujet de cette émission que nous allons aborder avec lui, c'est cette crise sociale née au lendemain de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. C'était le 30 juin pour rappel. Et le 1er juillet, aussitôt, il y a eu une vague de contestations sociales. Et depuis, les acteurs de la société civile ne décolèrent pas. Le gouvernement également ne bouge pas. Les négociations sont pratiquement au point mort. Est-ce que vous avez le sentiment que ce prix du carburant est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut voir le côté positif des choses. En toute chose, il y a toujours un côté positif, quelle que soit la dose négative. Le côté positif, à mon avis, c'est l'émergence d'une dynamique sociale jeune. C'est l'émergence d'un leadership jeune. C'est l'émergence d'un mouvement qui rassemble des jeunes leaders qui deviennent du coup des gardiens des soucis de la société, des préoccupations et des frustrations. Donc, ils deviennent des intermédiaires
nous avons maintenant des joueurs sur le terrain. On n'en avait plus ces derniers temps. Il faut s'en féliciter. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une transition générationnelle. Comme chez vous dans les médias, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'il y a une véritable transition générationnelle. C'est-à-dire que nous, en tant que leaders de la société civile, sommes rassurés de voir d'autres jeunes en train de venir et prendre le devant en lieu et place. Et ceci nous rassure, à condition bien entendu que ce ne soit ni violent et que cela reste dans le cadre de la recherche permanente de solutions idoines pour le développement durable dans notre pays. Deuxième aspect. Troisième aspect, le prix du litre du carburant à la pompe. J'ai salué les réactions et vous avez parfaitement raison que la goutte d'eau a débordé ou fait déborder le vase. Je suis d'accord. Parce qu'au-delà du prix du litre de carburant, il y a une crise de gouvernance, il y a un malaise souterrain qui germe dans ce pays et que nous signalons à longueur de journée. Et le gouvernement ne prête pas attention. Et d'un seul coup, cette réaction des forces sociales aura permis au gouvernement de la République de dire attention, les Guinéens sont capables de réagir. Ce que j'ai proposé dès le début, c'est le dialogue. Je pense qu'une certaine partie des forces sociales n'ont pas accédé à ma démarche, je comprends très bien, mais je veux dire au passage que la gestion et le management des crises est mon métier. Pour parler de façon triviale, je vis de ça. Alors, lorsque je m'implique dans un processus de crise, je tiens compte de la durée et des perspectives de résultats. Je dis, commençons par le dialogue, contactons tous les acteurs, les partis politiques, les organisations syndicales, les institutions républicaines, le gouvernement et la communauté internationale pour dire nous ne sommes pas d'accord sur ce prix. Et cela nous donne une certaine légitimité et cela nous permet d'avoir une réponse. Une bonne partie de notre mouvement a dit non, il faut y aller. Je me suis dissocié de cette façon de faire. Et j'ai dit, tout est une question de fin. Nous voulons alerter. Dans la réalité, la Guinée ne peut pas se soustraire des réalités internationales en ce qui concerne l'augmentation du prix du baril. La Guinée ne peut pas continuer à supporter ou à faire supporter le bénéfice de l'essence, du prix de l'essence par nos pays et par les pays voisins. J'ai pris l'exemple entre Sigiri et Kourémalé, le nombre de stations d'essence entre Sigiri et Kourémalé est supérieur au nombre de stations d'essence entre Sigiri et Mamou. Ce n'est pas normal. La raison est simple. À nos frontières, les autres quittent leur pays, ils viennent acheter dans notre pays et ils vont revendre dans leur pays parce que c'est moins cher chez nous. Lorsque le gouvernement explique ça calmement, paisiblement et de façon préventive, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que le gouvernement tente de faire depuis. Et le gouvernement ne l'a pas fait au début. Voilà. Le gouvernement le fait maintenant et nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons, mais ça n'a pas commencé comme ça. Pour l'essentiel, il faut considérer les Guinéens comme désormais capables de comprendre les choses. Acteur de la société civile que vous êtes, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que les acteurs sociaux sont insufflés et pratiquement on a comme l'impression que le gouvernement a pris dessus? Ce n'est pas mon impression. Mon impression est que le gouvernement... On est à plus de mois, hein? Le gouvernement a tenu compte de cette revendication. Il a tenu compte parce qu'il a accepté de dialoguer, il a accepté d'écouter, il a accepté de recevoir. Mais lorsque, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez la réalité en face, nous ne sommes pas dans un sport espagnol qu'on appelle entre le torero et le torrida. C'est-à-dire qu'il faut que, entre l'animal et le jockey, il faut qu'un meure sur le terrain pour qu'on consacre la victoire. Ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit d'amener les uns et les autres à prendre acte de ce qui s'est passé. Le gouvernement sait que, in fine, le prix du carburant à la pompe n'était pas véritablement le seul problème. C'est un problème de train de vie de l'État, de mauvaise gouvernance, de souffrance des populations, de non prise en compte des questions d'emploi jeune et d'autres aspects de la sécurité sanitaire
et environnementales, et l'ensemble des questions liées à l'enclavement de ce pays. Tu veux quitter un village pour arriver à un autre village. Tu veux quitter une ville pour arriver à une autre ville. Il y a autant de problèmes aujourd'hui en Guinée qui ne correspondent pas, ces problèmes ne correspondent pas à la richesse nationale. Donc il y a un problème de partage de richesse. Il y a un problème de respect des lois. Il y a un problème de communication sur les choses, les questions d'intérêt national. Donc il ne faut pas que les forces sociales considèrent qu'ils ont perdu. Nous n'avons rien perdu. Au contraire, nous avons donné l'espoir aux Guinéens pour dire, nous sommes là, il faut en tenir compte. Sauf que, docteur, ça donne l'impression comme si c'était un dialogue de sourds. D'autant que aucune ligne ne bouge. Les syndicats restent campés sur leur position. Ils étaient à 8 000. C'était un préalable. Après, ils passent aujourd'hui à 10 millions ou 8 millions. Ou 8 000 francs le litre du carburant à la pompe. Le gouvernement ne bouge pas. Le gouvernement reste maintenu sur les 10 000 francs avec des argumentations qui ont été avancées. Mais on a l'impression que aucun parti ne veut comprendre l'autre. Oui, bon, je ne vois pas les choses comme ça. Et pourtant, c'est la triste réalité. Je considère que le jour où le gouvernement a annoncé l'augmentation du prix du carburant, le gouvernement de la République ne s'attendait pas à la réaction massive le 11 juillet. Maintenant que la mobilisation du 11 juillet a été un signal fort. Il faut s'en féliciter. Il ne faut pas, à partir de ce moment-là, négliger cet effort réalisé, cet avertissement. En ce qui concerne les chiffres, j'ai dit, lorsque nous avons rencontré le Premier ministre, les explications étaient convaincantes. Il ne faut pas qu'on se le cache. De la part du gouvernement, hein? De la part du gouvernement, les explications étaient convaincantes. Cependant, nous avons dit, alors pourquoi l'avoir brusqué comme ça? Donc c'est l'entrée en matière qui a été vraiment faussée, quoi. C'est un peu la communication qui a pris de court. Encore la communication. Encore la communication qui a pris de court. Le fond du problème... Bon, maintenant que la Guinée ne doit pas s'arrêter, on doit avancer. Alors, docteur, il faut être... si vous êtes rassuré d'une communication du gouvernement, pourquoi ne pas faire bouger les lignes? Ce n'est pas la même chose. Ce que je dis, faire bouger les lignes, c'est aussi constater. Il faut une conscience nationale. Il ne faut pas dire il faut que le gouvernement ait tort. Il ne faut pas dire il faut que les syndicalistes aient tort. Il faut que l'opposition ait tort. Il faut qu'un meure sur le terrain. Non, on reconnaît que le gouvernement a tort. D'accord. Comment faire bouger les lignes? Je dis faire bouger les lignes, c'est accepter la réalité internationale et le contexte guinéen, premièrement. Continuer à négocier en prenant en compte les mesures d'accompagnement et organiser un suivi rigoureux sur le prix, sur la variation des prix, sur la politique des prix. Il ne faut pas qu'on dise, puisque le litre d'essence est à 10 000, il faut que le litre du riz, il faudrait que les autres denrées, il faut que le ciment, etc., puissent monter. Alors, docteur, concrètement, autour de la table, on a comme l'impression que le gouvernement a des arguments, mais du côté des acteurs de la société civile, il n'y a pas d'argument. Parce que sur la table, en termes de mesures d'accompagnement, ils n'ont rien proposé. Rien. Je suis d'accord avec vous sur la forme, parce que j'ai dit à certains acteurs de la société civile, vous quittez chez vous avec votre véhicule, avec votre voiture, vous vous arrêtez à la station d'essence, vous prenez l'essence à 10 000 et vous allez manifester contre 8 000. Donc déjà intérieurement et psychologiquement, vous êtes déjà à 10 000. Et lorsque vous partez contre 10 000, alors que vous êtes dans 10 000, c'est un peu... vous voyez, vous portez... Il y a un paradoxe. Voilà, vous détachez l'essence de son dont elle est essence. Vous comprenez? Et écoutez, moi je pense que ça a été l'occasion, et c'est encore l'occasion pour le gouvernement de tenir compte des capacités de réaction, du niveau de mécontentement. C'est une alerte. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas minimiser. Il faut que l'acceptation mutuelle, la considération mutuelle puisse être prouvée. Docteur, au-delà des messages, on sait que ça, c'est la réaction a été un message fort des acteurs de la société civile. Au-delà des messages, quel est le message concret que les acteurs de la société civile portent au niveau du gouvernement, au-delà de cette revendication? Nous avons dit beaucoup de choses, et cette revendication sur le prix d'essence qui sera pilotée par l'intersyndicale va nous permettre non seulement de prendre acte sur la politique de prix d'une manière générale, surtout sur le prix du carburant. Mais à partir de ce moment-là, les mesures d'accompagnement envisagées, à mon avis, doivent permettre non seulement au gouvernement de s'engager concrètement
sur l'amélioration des conditions en dehors du prix du carburant, et cette volonté a été affichée. Je veux dire au passage que je n'ai pas été acteur central des forces sociales. Les raisons sont évidentes, je les ai évoquées, mais je suis associé, je me considère en tant que personne comme membre des forces sociales. Mais j'ai dit, la Convention des acteurs non étatiques de Guinée, que j'ai l'honneur de présider, a demandé qu'on privilégie le dialogue dès le début et dès le premier jour. J'ai un problème, docteur, j'ai un problème. Oui. Je veux comprendre. Récemment, il y a eu une convention qui a été signée entre les acteurs de la société civile et les syndicats pour mutualiser le combat. Dans la revendication des syndicats, on n'a nulle part vu la défense collective, c'est-à-dire que ce n'est pas la population qui sont en train de défendre, mais les travailleurs. On demande qu'on essaie de revoir le SMIC, ça concerne les travailleurs. On demande qu'on homologue le prix de certaines denrées, ça ne concerne que les travailleurs. On demande un salaire de 10 millions et ça ne concerne que les travailleurs. Donc j'ai comme l'impression que ce protocole signé, c'est une signature de façade, mais en réalité, les syndicats ne défendent que les travailleurs. Les syndicats sont dans leur rôle. Où sont maintenant où sont parties les revendications des acteurs de la société civile dans cette plateforme? Vous allez inviter, j'en suis sûr, et je le recommande, les acteurs, les meneurs et les décideurs des forces sociales. Ils vous diront exactement les points qui font l'objet de leur revendication. Pour ma part, la revendication syndicale concerne les travailleurs. Cela est indéniable. La revendication et les initiatives de la société civile concernent la société, l'ensemble des populations. Et cela ne porte pas que sur le prix de l'essence à la pompe. Cela concerne la justice, cela concerne la santé, l'éducation, cela concerne le transport et tous les autres secteurs d'activité de la nation en termes de gouvernance et de bonne gouvernance. Le résultat ne peut pas être obtenu d'un coup de main. Ce n'est pas comme si on arrache une mangue des manguiers. C'est un processus lent et permanent. L'évolution d'une société, les résultats obtenus ne se sentent pas comme la construction d'une maison. Il faut un peu de patience et beaucoup d'endurance. Voilà, c'est vrai que les négociations se poursuivent, comme on l'a dit, elles sont quand même au point mort, mais on a l'impression que nous sommes face à deux situations, c'est-à-dire... Pourquoi vous aimez le mot point mort? Oui, parce que après... Non. Vous voulez un gagnant tout de suite? Oui, justement, il faut sortir un peu de cette paralysie. L'économie guinéenne, quand même, est sérieusement affectée depuis l'augmentation de ce prix du carburant à la pompe. Mais je vais parler un peu des deux camps. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une question de crédibilité, une question d'honneur. Parce que le Premier ministre, par exemple, le faire reculer aujourd'hui sur le prix de 10 000 francs, c'est comme s'il pliait face à une exigence alors qu'il a des résultats. Il est attendu sur beaucoup de terrains. Est-ce que vous ne pensez pas que... Bon, je disais que quelqu'un doit bouger, mais selon vous, qu'est-ce qui fait gripper maintenant les négociations? Certainement, parce que le gouvernement a fait une démonstration devant vous. Vous-même, vous l'avez reconnu dans ce studio, à voir quand même le schéma à l'international. Il ne faut pas se leurrer que le prix du carburant devrait au moins être augmenté. Peut-être vous n'avez pas soutenu que ça soit 10 000 ou 9 000, je ne sais pas, mais c'est l'international qui commande. Au moins, c'est l'international qui commande. D'accord. Est-ce que dans les propositions de solutions aujourd'hui, vous estimez qu'il faut ramener au moins à 9 000, c'est-à-dire couper la poire en deux? On n'est pas à 8 000, on n'est pas à 10 000. Selon les démarches que j'ai menées avant mon voyage, j'ai proposé et à l'intersyndicale et au gouvernement de la République le prix à 9 000. Ça ne compte pas, c'est juste une proposition. Avec argument. Avec argument, et c'était très simple de couper le poire en deux. C'est-à-dire entre 8 000 et 10 000. Mais ça ne suffisait pas pour les techniciens qui ont l'expertise. Mais lorsque je suis sorti, parce qu'entre-temps, j'ai dû voyager, si vous voulez, me soumettre à mon programme de travail au plan africain et international, je me suis rendu compte que nous sommes l'un des rares pays où le prix du carburant est annoncé à la radio. C'est-à-dire votre 9 000 même a commencé à bouger. Voilà. Les autres, tu vas à la station, à la pompe, et c'est là-bas qu'on t'informe qu'on a ajouté 5 000 francs ou on a ajouté 5 francs. C'est-à-dire ce n'est pas une question qu'on discute comme ça. Nous avons nos habitudes, nous avons nos manières, mais ce qui est réel, c'est qu'il y a un mécontentement général. Oui. Ce qui est réel, c'est qu'il y a une frustration.
Et il y a des zones de pauvreté qui ne s'expliquent pas. Et que les populations, surtout la couche jeune, est en mal d'attente. C'est-à-dire qu'il y a un problème de repère. On s'accroche à quoi? Et face à cela, le gouvernement doit répondre. Et répondre très vite. Donc, ce que vous considérez comme point mort constitue pour moi des avertissements très très sérieux par rapport à l'avenir de notre pays, par rapport à l'avenir des possibilités de dialogue, de compréhension pour un développement global et harmonieux. À votre place, vous demandez de l'autre côté des exigences au niveau du gouvernement en tant qu'acteur de la société civile. Il faut soulager la population et le gouvernement a un résultat à donner et vous êtes contre les mesures du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Faut-vous me reprendre? D'un côté, les acteurs de la société civile, la population dans sa globalité demande des comptes au gouvernement, qu'on améliore les conditions de vie. Le gouvernement engage des réformes peut-être pas populaires et on est contre encore ces réformes. C'est-à-dire qu'on veut d'une chose et son contraire. C'est l'inverse. C'est l'inverse, M. Condé. Nous considérons que le gouvernement de la République, l'État, est tout à fait conscient et soucieux des insuffisances, des souffrances et des attentes des populations. Et nous avons dit, face à l'enclavement du pays, face au salaire des fonctionnaires, face au niveau de vie des populations et aux conditions de vie, vous augmentez une partie et vous laissez les autres. Et donc, nous n'avons pas attaqué seulement sur le prix du carburant. Encore une fois, je ne suis pas porte-parole des forces vives, je suis président de la Convention des acteurs non étatiques. Le profil et la vocation de ma plateforme, c'est la promotion de la paix et de la sécurité humaine. Ceci dit, on ne peut pas laisser un pays aussi riche comme la Guinée être considéré comme pauvre. Et il faut sortir des méfiances et se dire la vérité. Si le gouvernement pose des actes intéressants, des actes constructifs et positifs, il faut avoir le courage de le dire. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai du courant. Est-ce que c'est une impression ou une réalité? En tout cas, je l'applaudis. Par contre, les relations humaines, les relations sociales, le tissu social, le dialogue politique, le dialogue socio-culturel est menacé et fragilisé. Moi, je pense que de ce point de vue, il y a un travail sérieux à faire. Donc, nos revendications, nos luttes sont liées à l'observation que nous faisons de la réalité nationale et nous n'exigeons rien d'autre que le dialogue qui permette à une partie de proposer. Aujourd'hui, nous pouvons proposer, et je vais conclure en vous disant, messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, pour les autres, vous êtes de la société civile. Le combat que nous menons, nous le menons ensemble. D'accord, il faut le rappeler une fois encore, comme l'a soutenu notre invité également, c'est ce prix de carburant et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans vos multiples sorties médiatiques, vous estimez que la solution, en tout cas la condition sine qua non pour sortir de cette crise ou de cette paralysie socio et politique, il faut que le président Alpha Condé rassure les Guinéens qui s'expriment par rapport à cette question, cette fameuse question de troisième mandat. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez bien voulu dire? Parce que je considère qu'il est de mon devoir, en tant que citoyen guinéen, de prévenir les crises et les conflits. Moi, j'ai été membre du gouvernement de la République. J'ai quitté la Guinée en l'an 2000, en fait 2001, au mois de mars 2001, pour des raisons d'incompréhension et en situation d'incompréhension. Et ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté 8 années d'exil aux États-Unis. J'étais obligé de me reprendre. Et j'ai fini par enseigner. Et c'est à la faveur de ce qu'on appelle ici les forces vives de la nation que je suis revenu en Guinée en 2009, en février 2009. Et pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je me suis battu pour ça. Donc j'ai laissé ma chair et mes activités américaines par patriotisme pour revenir et me battre avec les autres pour le retour à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel a été consacré par la signature des accords de Ouagadougou en février 2010 et la mise en place des organes et du gouvernement de la transition au mois de mars 2010. Le président de la République, sur la base de la constitution du mois de mai 2010 et du code électoral du mois de septembre 2010, a été élu avec une majorité au deuxième tour et il a prêté serment le 21 décembre 2010. À partir de ce moment-là, nous sommes rentrés dans le processus
de consécration de l'ordre constitutionnel. Alors, parler de deuxième mandat aujourd'hui est une bonne chose. Parler de premier mandat aujourd'hui est une excellente chose. Mais parler de troisième mandat, qui en parle? Qu'est-ce que c'est qu'un troisième mandat? Aucune étude constitutionnelle ne parle de... Il y a pas de... En fait, le concept n'existe pas en sociologie politique. Il n'y a pas de troisième mandat. Il y a une clause de limitation des mandats. Lorsque la clause saute, la clause est levée, c'est 4e, 5e, 6e, 5e et 7e. Il faut dire aux populations que c'est une présidence à vie qu'on appelle troisième mandat. Alors, si nous sommes d'accord sur ça, sur la base des acquis que nous avons aujourd'hui, mais discutons-en. Discutons-en. S'ils ne sont pas d'accord, mais il faut le dire. Évitons d'être surpris. Évitons de nous surprendre nous-mêmes. Écoutez, les autres nous ont considérés comme des pauvres. L'Africain n'est pas pauvre, mais on nous a caractérisés comme pauvres. Et nous avons dit, oui, nous sommes pauvres. Vous voyez, acceptez le dessin des autres, la photographie qu'on nous colle. Nous avons une maturité aujourd'hui. Nous avons des cadres formés aujourd'hui. Cette constitution, c'est nous, ensemble, qui avons travaillé là-dessus. Et les partis politiques aujourd'hui, y compris le président de la République et son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG, étaient associés aux travaux du Conseil national de la transition. Donc, sans dissidence, sans aucune dissidence, tous les partis ont accepté les termes de cette constitution-là. Si nous devons la modifier, il faut nous dire pourquoi nous devons la modifier, surtout qu'il y a l'intangibilité. Dans la même constitution, on dit tout peut être modifié sauf ça. Nous sommes majeurs, nous sommes mûrs, bientôt 60 années d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui puisse être président de la République de Guinée. Docteur, mais personne, sauf la même personnalité. Personne ne parle de modification. Je ne sais pas pourquoi la réflexion peut aller à ce troisième mandat. Et le président même n'a jamais... Il n'en a pas besoin, n'a jamais dit qu'il veut tenter. Il n'en a pas du tout besoin. Il faut le dire. Des supputations des gens. Mais attention, quand des gouverneurs, quand des hauts commis de l'État, en tout cas, parlent de toi, ils font la promotion d'un troisième mandat, je crois que le président n'a pas besoin de dire quoi que ce soit par rapport à cela. Voilà, on va écouter peut-être docteur, on va permettre à docteur peut-être d'aller jusqu'au bout. En quoi cette expression ou cette déclaration officielle du chef de l'État est la clé de voûte de la solution politique ou crise sociale? En quoi il y a une nécessité pour le président de communiquer? Quelle est la nécessité? Pour deux raisons. Si je vous dis ici que je n'ai jamais entendu les rumeurs concernant une modification de la Constitution ou une perspective de troisième mandat, je serai un démagogue. Je ne suis pas un démagogue. Ouais. Et je suis un homme politique. C'est des discussions de salon. Je suis... j'en viens. je suis acteur politique dans ce pays depuis 1978. Donc, je suis le plus vieux des jeunes politiciens de ce pays. Lorsque j'étais à l'université en deuxième année, on m'invitait à Conakry pour assister aux réunions du comité central en tant que leader des étudiants. Nous avons été éduqués au panafricanisme. L'école guinéenne, c'est l'Afrique. Ce n'est pas un pays à vase clos. Ce n'est même pas le tribalisme. Nous, on n'a même pas connu l'ethnocentrisme. On l'a pas connu entre nous. Lorsque nous pensons à notre pays, nous pensons à son avenir. Nous ne regrettons pas d'avoir élu le président Alpha Condé. Et loin s'en faut. Nous saluons les efforts qui sont entrepris. Et nous constatons des progrès réalisés. Nous recommandons le respect de la Constitution. Alors, que vous dites, n'en parlons pas, je vais bien. Mais le président, je crois, en répondant à une journaliste, a dit, c'est le peuple qui va juger. Je pense que vous avez entendu ça. C'est évasif. Alors, à partir de ce moment-là, il faut clarifier. Le président Ouattara l'a clarifié. Le président Macky Sall l'a dit. Le président Mamadou Youssoufou, il l'a dit. Et puis, la vie continue. Il faut que les Guinéens soient capables de démontrer leur maturité. Pour dire, ce président est notre président. Qu'il parte dans 2 ans ou dans 1 an, je ne souhaite pas. Qu'il parte dans 2 ans, il va laisser une Guinée stable et il va continuer à travailler avec nous, avec tous les honneurs liés à son parcours, à son expérience et à son nom. En se prononçant tout de suite par rapport à cette question de troisième mandat, vous pensez que ça sera fini avec cette crise sociale et politique? Je suis tout à fait convaincu que si cet équivoque est levé, le président sera un meilleur arbitre. Il pourra jauger et apprécier la capacité de
de respect et de respectabilité des Guinéens par rapport aux institutions et aux textes fondamentaux. Il faut avoir le courage de prévenir les conflits. Il faut avoir le courage de dire intellectuellement là où ça peut gêner, là où ça peut grincer. Aujourd'hui, on peut le dire aisément. Supposons qu'on se taise tous et que dans 18 mois, que un parti politique ou un mouvement saute à l'œil pour dire il faut un troisième mandat. Moi, je vais me taire et vous allez parler. C'est ça mon inquiétude. D'accord. Je n'ai absolument rien contre les personnes. Peut-être que j'ai des appréciations personnelles et intérieures que vous ne savez pas. Mais j'ai dit, à notre âge, dans notre génération, ce n'est pas la conquête de l'indépendance, c'est la consolidation de la paix. Ouais. Est-ce que sur la même question, c'est vrai que moi j'accorde toujours le bénéfice du doute au président Alpha Condé par rapport à cette question, mais est-ce que il ne craint pas aussi d'ouvrir une guéguerre autour de lui, parce que tout de suite, s'il doit partir, il y a des caciques qui voudraient, par exemple, qu'il reste. Est-ce qu'il en a besoin maintenant? La différence entre vous et moi, certainement, se trouve à un niveau. Moi, je pense que du point de vue de l'existence humaine, du point de vue de la capacité de conservation des traditions culturelles et des valeurs humaines, l'Africain est en avance. C'est ça mon sentiment. Et lorsque je vois le président américain, le président français et d'autres faire 2 ans et partir, et qu'on dise nous on ne doit pas le dire parce que si on le dit, les gens vont chambouler tout, je dis vous nous minimisez ou quoi? Et écoutez, nous sommes encore une fois dans la République. Nous avons voté. Et nous avons voté sur la base d'une constitution. C'est cette constitution qui a fait élire le président de la République, les députés à l'Assemblée, qui a permis la mise en place des institutions. En parler aujourd'hui, écoutez, ça ne change rien. Au contraire, si un haut fonctionnaire de l'État, les partis politiques peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si un haut fonctionnaire de l'État se permet de dire il faut un troisième mandat, le juge constitutionnel peut le poursuivre pour violation de la Constitution ou pour incitation à la violation de la Constitution. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Je veux tout simplement que l'on clarifie dans notre esprit, dans nos démarches, que le prochain président peut se préparer et il peut être même le président membre du RPG, il peut être le président d'un autre parti, que le Guinéen ne s'accroche pas qu'à ça, qu'il y a du travail à faire. Docteur, est-ce que vous avez le sentiment que Alpha serait tenté pour ce troisième mandat? Mais c'est pas mon sentiment qui compte, c'est la Constitution. Je vous parle de la Constitution. Vous personnellement, est-ce que vous avez ce sentiment? Dans ces façons de faire, dans ces encore une fois, je vous prie de relire avec moi la Constitution et de rappeler les termes et l'esprit de la Constitution. Laissez les personnes, laissez les hommes. Les hommes passent, l'histoire reste. Parlons de la Constitution et du respect de la Constitution. À partir de ce moment-là, écoute, chacun est libre de choisir qui il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand vous voyez au Ghana aujourd'hui, le changement de chef d'État n'a pas entraîné de brutalité et de violence. On a dépassé les phases des coups d'État. Personne n'acceptera les coups d'État aujourd'hui. Vous êtes rassuré ou pas par rapport à la conduite du chef d'État, par rapport à cette question? Rassuré ou pas, la Constitution me rassure. Et je pense que j'ai la volonté de défendre cette Constitution. D'accord. Nous sommes avec Dr Sékou Kouressi Condé, ancien ministre de la Sécurité sous Lansana Conté, ancien secrétaire général du Conseil national de la transition, également ancien médiateur de la République, directeur exécutif de African Crisis Group, président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée. Avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Nous allons observer une courte pause, le temps pour la technique de passer la page commerciale. On se reprend juste après, dans moins de 5 à 7 minutes pour la suite de cette émission. Retour dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Vous êtes à Zérekoré, vous nous pratiquez grâce à Pacifique FM sur la 96.6, mais également à Kindia, notre relais 97.3, ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous choisir une fois encore. Vous êtes dans cette émission pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Notre invité parcours, vous le voyez toujours, il est là, il n'est pas parti. Donc vous n'avez rien raté de cette émission, sauf la première
première partie. Il s'appelle Dr Sékou Kouressi Kondé, ancien ministre de la Sécurité, ancien médiateur de la République, ancien secrétaire général du Conseil national de la transition, président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée, mais également directeur exécutif de African Crisis Group. Avec lui, nous commentons ce qui fait l'actualité. La deuxième partie, une fois encore, bonsoir monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de rester avec nous. Voilà, la suite de cette émission, nous allons parler politique. Ces derniers jours, on a assisté à la signature des alliances, des accords entre partis politiques, notamment le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition, principalement avec l'UFDG où il y a eu des concessions, mais également le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR. Mais ce qui intrigue un peu l'opinion, c'est que tout cela s'est déroulé loin quand même du cadre idéal, c'est-à-dire le comité de veille. Et comment vous avez apprécié cette attitude des hommes politiques, parce que c'est un pense d'arrangement politique au détriment de la normale? Oui, c'est mon sentiment aussi. Je suis un acteur de paix. J'applaudis toute solution pacifique. J'encourage le dialogue apaisé et constructif. J'encourage tout ce qui peut permettre aux acteurs concernés de taire leurs divergences, ou en tout cas de dépasser leurs divergences. Voir l'UFDG et le RPG s'entendre sur quelque chose dans ce pays compte. Et c'est très très important. Ceci dit, j'attire l'attention du gouvernement de la République, des institutions républicaines, sur une sorte de prise en otage de l'ensemble des mécanismes de régulation de la société par les partis politiques. Progressivement, nous sommes en train de rentrer dans un régime de partis. C'est-à-dire que lorsque les partis forts veulent quelque chose, l'Assemblée vote la chose et la Cour constitutionnelle accepte la chose et les populations subissent la chose. Il faut que force reste à la loi. Il faut que les institutions soient les vrais et les meilleurs arbitres. Lorsqu'on fait une réunion qu'on appelle dialogue, le personnel politique nous a habitués au dialogue politique. Le dialogue politique n'a aucun sens s'il n'est pas soutenu par le dialogue social. Le dialogue social est économique, il est environnemental, il est sanitaire, il est éducatif. Nous sommes dans le dialogue politique. Ce dialogue politique, c'est un terrain préparé pour les acteurs politiques. Ils viennent s'entendre sur ce qui va et ce qui ne va pas. Ils se partagent les niveaux d'interprétation et se donnent raison mutuellement. Et ceci à force de loi. Il faut faire très très attention à ça. Les accords de 2000, le dialogue en 2016 a été pour les Guinéens un dépassement, c'est-à-dire une nouveauté. Mais le point 2 a fait l'objet de beaucoup de critiques et de beaucoup d'inquiétudes. Oui. Et aujourd'hui, nous payons le prix de ce point 2, premièrement. Secondement, lorsque les partis politiques concernés se retrouvent au sein du comité de suivi, eux-mêmes, ils mettent à la tête du comité de suivi un homme d'expérience et d'action, un homme d'initiative, le ministre de l'administration du territoire, que eux, ils acceptent unanimement. À un moment donné, ils quittent. Donc, vous acceptez, mais vous quittez quand même. Deuxièmement. Troisièmement, il y a une crise de confiance liée au repli permanent, c'est-à-dire au manque de volonté politique du gouvernement de trancher. Et ce qui est fort, et heureusement très fort cette fois-ci, c'est qu'on a senti une sorte de largesse, une sorte d'acceptation de la part de la mouvance vers l'opposition et de la part de l'opposition vers la mouvance. Mais en ce qui concerne le contenu, il y a deux choses. Pourquoi arranger tout ça, discuter tout ça au quartier général d'un parti politique? Où sont les institutions? Où sont les sièges des institutions? Que font nos textes de loi et nos textes fondamentaux par rapport à ça? Le Guinéen est majeur aujourd'hui. On ne va pas faire des choses précipitamment. L'UFDG est un grand parti politique que moi je respecte. Mais je suis très respectueux des institutions de la République.
et des principes républicains. Je suis acteur de la société civile, donc je suis surveillant de la bonne manière, du respect des termes et de l'esprit des lois. Je dis, aujourd'hui, on a signé au quartier général de l'UFDG, demain, on va signer soit dans mon village ou dans ma famille, personne ne trouvera à redire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit à l'époque, lorsque les forces d'intervention, qu'on appelle les forces de l'ordre, allaient dans les concessions, j'ai dit, la concession d'une personne n'est pas un lieu de maintien d'ordre. Il faut respecter les limites. Aujourd'hui, j'interpelle les partis politiques, le personnel politique, pour dire les quartiers, les sièges des partis politiques n'est pas un lieu d'engagement de la nation. C'est la Constitution qui a autorisé l'existence des partis politiques, des associations politiques. Et l'opposition a pour objet de conquérir le pouvoir, de se positionner en tant qu'alternance et en tant qu'alternative. Donc, la majorité n'est pas l'ennemi de l'opposition n'est pas l'ennemi de la majorité, mais tous sont régis par la loi. Et aujourd'hui, nous sortons progressivement de ça, et la société civile est mise à l'écart. Lorsque je parle de la société civile, je parle de l'ensemble des populations, des composantes de notre société. Il faut revaloriser les institutions, il faut que la justice soit plus forte, il faut que la loi prime au-dessus de tout, il faut que le citoyen se sente impliqué, se sente représenté dans chaque acte et dans chaque décision. Et comme les choses ne sont pas vraiment prêtes à s'arranger, c'est le président qui s'invite dans le débat, le président de la République, qui estime que les élections locales ont moins d'importance et que le maire peut faire quoi, d'autant qu'il y a un gouvernement et que c'est les élections législatives et présidentielles qui sont plus importantes dans un pays. Et comment vous voyez cette sortie du président Alpha Condé? Est-ce que vous pensez qu'il est allé loin? En minimisant les élections. En minimisant quand même les élections locales. Le président de la République est le premier magistrat, c'est le père de la nation, mais en même temps, il est le premier des citoyens. Et pendant les élections communales, j'ai dit que le président, en faisant sa tournée de campagne, a procédé à une présidentialisation de la campagne des élections communales. Et cela nous a amené à des alignements qui ressemblaient un peu à des élections législatives ou à des élections présidentielles. Alors, si le président fait la déclaration que vous venez de faire, moi je salue. C'est-à-dire qu'il les réalise, il a compris à la lecture des résultats de ce premier processus que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, qu'il faut valoriser les élections à venir, à condition que finalement les élections guinéennes ne soient pas des élections ethniques, et à condition que finalement l'administration guinéenne ne soit pas une administration politique ou électorale, à condition que la justice guinéenne soit objectivement neutre, efficace et qu'il soit restitué dans son rôle et que le citoyen se sente tranquille par rapport aux gardiens de la loi. Moi, j'ai constaté une chose. Lorsque l'UFDG nous a invités, nous, à son siège, société civile, pour nous expliquer et nous présenter les éléments de preuve qu'ils ont contre le processus, la gestion du processus électoral, il y avait des preuves évidentes. Alors, pourquoi mettre 8 mois à résoudre ou à répondre à quelque chose qui est évident? Ça a pris du temps. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, le résultat, on a donné des consignes de vote à une partie de la population, en fait des militants, pour dire accepter ça comme ça. Et on a dit à d'autres, comme à Matoto ailleurs, on a dit respecter la loi. 2 poids, 2 mesures. Tout cela vient de quoi? C'est la lecture permanente des textes fondamentaux nous épargne de ce genre d'arrangement provisoire. Parce que dans notre pays, tout porte des germes de conflit. Les actes politiques, les démarches politiques. Vous avez remonté dans le temps, vous avez même touché au point 2 de l'accord. Et comment est-ce que tout le départ de ces accords-là soit parti de ce point de l'accord? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres préalables, d'autres effets n'ont pas été, il n'y a pas eu d'autres effets déclencheurs? Le point 2 de l'accord n'a été que la suite d'un comportement politique. Voilà. Le point 2 de l'accord, si nous l'avons critiqué, c'est parce que ça ne correspondait pas à la photographie électorale. Lorsque vous dites que
le parti majoritaire à Kouroussa ou à Pita ou à Sigiring doit désigner ou doit proposer les dirigeants de proximité, donc le maire, les conseillers, naturellement, Kouroussa c'est le RPG, naturellement, l'AB c'est l'UFDG. Donc, puisque vous le saviez à l'avance, alors que notre objectif, c'est de faire en sorte que la combinaison soit possible, de faire en sorte que les partis politiques fassent l'effort d'aller au-delà de leur alignement ethnique, de leur base, de leur fief socio-culturel pour aller vers la nation. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'offre politique est ethnique, donc l'alignement politique est ethnique, la récompense politique est ethnique, ce qui compromet et l'unité nationale et l'équilibre de l'administration. Docteur, est-ce que vous avez l'impression que les accords ont pris le dessus sur les lois en Guinée? Oui, c'est à mon sentiment, c'est ce que je combats. Je dis, même quand les uns ont raison, je viens de dire que les documents que l'UFDG nous a présentés sont des documents qui ont une validité certaine. C'est vrai qu'un accord dans une case quelconque vaut mieux qu'une démonstration violente de rue avec mort d'homme. Mais l'effort qu'on a fait pour se rencontrer quand même devait nous amener à transporter le lieu de cet accord dans un environnement institutionnel reconnu et autorisé. C'est ça, la forme. Mais dans le fond, j'ai dit tout ce qui permet aux uns et aux autres de s'accepter. Parce que c'est le non-retour du gouvernement, c'est le manque de main tendue du gouvernement, c'est le manque d'écoute du gouvernement qui a causé, à mon avis, ces répétitions, ces manifestations à répétition. Et finalement, tout se passe comme si l'opposition considère les manifestations comme une façon de réagir et une façon de communiquer. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut que les Guinéens s'acceptent, nous sommes majeurs. Nous nous connaissons tous. Alors, docteur, il y a que ces accords ont été signés. C'est vrai que vous avez déploré la forme et le fond. Par endroit, on a vu des réactions de certains membres du RPG du côté de Kindia par rapport à cette acceptation de cet accord. Est-ce que ce n'est pas le début d'une nouvelle crise, parce que on va installer des maires qui ne seront pas légitimes aux yeux des populations. Est-ce que ce n'est pas une autre crise? On n'est pas en train de différer la crise? Moi, je pense que ça, ce n'est pas une crise. Et la discipline du parti pour un militant est un sacerdoce. C'est-à-dire les consignes données par les états-majors des partis doivent être respectées par les militants, à condition que ces militants soient avertis, préparés, et qu'on leur donne des explications suffisantes. Les consignes de parti, là, je parle en tant qu'ancien ou futur leader de parti. Je parle par rapport à la situation des militants. Dire, il y a des consignes. L'exécutif, en tout cas, la direction du parti a demandé à ce que, 2 points. Alors, je comprendrai que les citoyens réagissent un moment, mais en fin de compte, que la direction des partis vienne donner les explications suffisantes. Voilà, nous acheminons vers la fin de cette émission Comprendre l'actualité avec notre invité Dr Sékou Kouroussi Kondé. On ne peut pas refermer cette émission sans parler de cette affaire également qui a fait assez de bruit. C'est cette sortie médiatique de Dr Ousmane Kaba. Dans sa communication, il a laissé entendre qu'une démarche a été initiée par les femmes du Manding, que vous avez été même cité dans sa communication parmi les leaders de la Haute-Guinée qui devraient être approchés pour une certaine union avec le président Alpha Condé qui détient la calebasse dans laquelle se trouve le lait. Est-ce que vous avez été approché et quel est le sens que vous avez donné à cette démarche? Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, moi je considère encore une fois que toute démarche tendant à l'apaisement, à l'acceptation mutuelle, à la compréhension mutuelle est humaine et valorisante. Et chaque fois qu'un être humain pense à la paix entre 2 individus ou plusieurs individus, entre des groupes, il faut l'encourager. J'ai été effectivement approché, salué, encouragé.
Ma réponse, chacun a sa réponse. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le président Alpha Condé. Je dis tout simplement, on ne se connaît pas assez. On n'a jamais voyagé ensemble, on n'a jamais travaillé ensemble, on n'a jamais mangé ensemble. Donc, je peux dire qu'il ne me connaît pas. Dans le fond, je ne suis pas dans la même position que quelqu'un qui a été son ministre, quelqu'un qui a travaillé avec lui, qui a été membre de son parti. C'est pas la même posture. Ceci dit, toute volonté, encore une fois, de facilitation et de pacification est une excellente chose entre les êtres humains. Nous sommes mortels. Et le temps ne doit pas être consacré à la violence. Les gens aiment que les gens s'affrontent. Moi, je suis contre ça. Je suis pour l'apaisement. Ceci dit, la communication du ministre Ousmane Kaba n'est pas ma communication. C'est nous qui avons la calebasse. Je n'aurais pas parlé comme ça. Moi, je suis dans la vie publique active depuis un certain temps quand même. Et je suis panafricain. Je le répète toujours, peut-être on ne comprend pas assez. Je veux que ce soit l'Afrique de l'Ouest qui soit un pays. Que les 330 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest qui soit un pays. Et que l'Afrique de l'Ouest ait une représentation diplomatique aux Nations Unies au lieu que chaque pays ait 30 à 40 représentants. Donc, je n'aurais pas communiqué de cette manière-là. Mais il y a un autre aspect. J'ai été étonné de cette sorte de levée de bouclier contre Ousmane Kaba, comme si nous étions étonnés de l'existence de l'ethnocentrisme en Guinée. Mais vous êtes ethnocentrique, vous les Guinéens, il faut que vous le sachiez. Levez-vous. Chacun de vous porte des germes d'ethnocentrisme. Nous sommes. Moi, je n'en suis pas un. Je me bats au plan africain contre ce phénomène que je considère comme le plus grand piège que l'administration coloniale a posé sous les pieds des États africains à leur naissance. Le tracé colonial africain est ethnocentrique, est diviseur. Et lorsque on se plie à ça, on vient de parler des partis politiques. Les deux principaux partis politiques sont des partis ethniques. L'administration. Lesquels l'UFDG et Amadou Macky Sall. Ne faites pas l'innocent. C'est ça la réalité. Alors, c'est lorsqu'on masque, on masque le visage avec le doigt, et on fait semblant de ne pas voir. Et il faut lutter contre l'ethnocentrisme de façon républicaine. Et lorsqu'on perçoit cette réalité, on dit, on peut faire attention. Encore une fois, il ne faut pas dire Ousmane doit être ethnocentrique, mais il ne doit pas le dire. Alors, les autres, ils sont ethnocentriques, mais ils ne le disent pas. Lorsque on dit tous les ressortissants de Macenta, tous les ressortissants de Pita, tous les ressortissants de Kindia, de Kouroussa, n'ont qu'à aller faire campagne dans leur village, dans leurs villes respectives, comment vous appelez ça? Vous êtes dans la logique ethnocentrique. Vous êtes dans l'ethnostratégie électorale. Les cadres guinéens, réveillez-vous. Donc, si la sortie de Ousmane Kaba a été l'alerte... Vous n'êtes pas étonné, hein? Pas du tout. Moi, je me bats contre ce phénomène en Afrique depuis très longtemps. C'est ce que j'enseigne, en fait. Et c'est parce que c'est un danger, c'est une menace. Les autres sont à l'union. Je me bats pour l'union. La Guinée est composée de 4 régions. On devrait comprendre. On devrait combattre Ousmane Kaba ou le comprendre. Mais docteur, s'il vous plaît, docteur Ousmane Kaba, son discours, il l'a fait à Maninka. Vous comprenez, Maninka, il paraît que ce discours a été modifié et à dessein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'intégralité à Maninka. Je dis encore une fois, pour moi, j'ai passé 26 ans de ma vie à l'extérieur de la Guinée. Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur de rencontrer un Guinéen à Johannesburg qui parle Pulaar. Je me sens tellement proche de lui que vous ne pouvez pas imaginer. Ou voir un Guinéen à Tokyo qui parle Soussou. Que chacun parle sa langue. Restons dans le cadre de la loi. Restons dans le cadre des textes nationaux. Mais docteur, c'est une déformation. C'est l'extrait, l'utilisation du nous. C'est nous qui avons la calebasse. J'ai dit dès le début que moi, je n'aurais pas parlé comme ça. Ouais. Chacun a son interprétation et sa façon de présenter les choses. Il estime que c'est un signe de respect qu'on a voulu envoyer au président de la République. On ne peut pas dire que c'est le président Alpha Condé qui a la calebasse. C'est nous qui avons la calebasse. Donc ce n'est pas méchant en soi. Moi, je n'ai pas la calebasse. Moi, Kouressi Condé, je n'ai jamais été associé à ce système. Et je dis, encore une fois,
je suis malinqué, incontestablement, et même de l'aristocratie malinquée. Il y a un village que mon grand-père, mon aïeul, a créé. Mais je suis guinéen avant tout. Je me bats pour cette perspective et cette façon de voir les choses. Lorsque quelqu'un parle comme ça, je comprends sa façon de communiquer. C'est un homme politique qui a parlé. On ne peut pas aujourd'hui accuser Ousmane Kaba d'être complice du RPG. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Mais au fond, pourquoi on est porté? Parce qu'on a dit un homme de son niveau, de sa trempe, ne doit pas s'exprimer, s'identifier à un discours régional. Mais ceci dit, c'est ce que les autres font. Donc lui, on dit, tu dois le faire sans le dire. Donc les autres le font sans le dire. Alors c'est un peu ça la confusion. Encore la communication. Parce que, merci, je vous remercie. C'est un peu un problème de communication. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Comprendre l'actualité avec notre invité Dr Sékou Kouressi Condé. Pour la vérité de l'histoire, affaire Alpha Condé, c'est vous qui l'avez fait arrêter. On l'apprend. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion aujourd'hui par rapport à cette affaire en moins de 2 minutes? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Une seule chose. Pour la vérité de l'histoire, Alpha Condé a été arrêté. Vous étiez ministre de la Sécurité à l'époque. On apprend que c'est vous qui avez arrêté Alpha Condé sur instruction du général Lansana Conté. On se trompe? 2 choses. Oui. Premièrement, je n'ai jamais été mêlé, mis au courant ou directement impliqué dans l'arrestation du président Alpha Condé. Jamais. Ministre de la Sécurité. Jamais. C'est pas s'il vous plaît. Le ministre de la Sécurité est responsable des policiers. Le policier s'occupe des voleurs et des transports. Non. D'accord. Le policier règle la circulation. Expliquez-nous alors. Et la police dit les frontières. Les cadres doivent lire. Je dis tout de suite. Vous n'étiez pas ministre de la Défense. Oui, la défense de l'armée. Quel a été votre rôle? Mais aucun. J'ai été informé, encore une fois, je le dis depuis il y a 20 ans, cette question. Ouais. Et je le dis depuis, je le répète, la même formule, de la même manière depuis 20 ans. Ouais. J'ai dit, la première personne à avoir attiré mon attention là-dessus pour dire, est-ce que c'est le président, c'est le d'Alain Diallo, qui s'est d'ailleurs après farouchement battu pour que le professeur Alpha Condé ne reste pas en prison. Ensuite, c'est le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Kassouri Fofana, qui s'est aussi farouchement opposé et à son arrestation, enfin, et à son emprisonnement. Franchement, un jour, j'ai dit à un de mes interlocuteurs, dont je vais taire le nom, j'ai dit, la prison dans laquelle le professeur Alpha Condé était, moi j'ai des parents qui sont morts là-bas, et de vaillants parents, proches. Et personne ne sait quand ils sont morts, comment ils sont morts, quand ils sont enterrés, et comment ils sont enterrés. Le président Alpha Condé sort avec toute sa lucidité, sans égratignure, jusqu'à devenir président de la République. Et depuis 20 ans, on dit qu'il a arrêté. Mais il a du bonheur, bon Dieu. Et mes parents qui sont morts là-bas, vous avez parlé de 28 septembre, pourquoi vous ne demandez pas le Kambouaro, le 4 juillet, à Kindia, les Guinéens qui sont morts à Kindia, les 94 morts, pourquoi on ne s'intéresse pas à l'intégrité physique, à ceux qui ont disparu, à ceux qui ont été tués, Docteur, à ceux qui sont partis. Alors, je vais terminer. Par rapport à l'arrestation du professeur Alpha. Mais posez la question, ayez le courage de poser la question au professeur Alpha Condé. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais écrit. Mais vous étiez ministre de la République. Vous ne comprenez pas ma question. Posez la question. Il a été mis devant les témoins. Mais il n'y a même pas de fait accompli. Il y a eu un procès pendant 6 mois. Vous n'avez même pas pris le temps de lire les actes du procès ou de suivre le procès. C'est des militaires qui ont été confrontés au président. Vous le connaissez? Oui, je le connais. Vous le reconnaissez? Je le reconnais. Et ce jeune, il s'appelait Aboubacar Kamara. Tout le monde le sait. Mais l'esprit fragile, si je vous pose la question tout de suite, qui vous l'a dit? Vous avez dit non, je ne sais pas. Mais vous voyez que depuis 20 ans, je fais mes activités au plan national et international, j'enseigne dans les universités étrangères et guinéennes, personne ne me dit tu ne dois pas enseigner parce que tu traînes des casseroles. Je dis ce que je pense. Est-ce que vous connaissez un Guinéen qui traîne des casseroles, qui peut parler comme j'ai parlé ici? Mais non, la justice serait prompte à sauter sur toi si tu portes des choses. Je suis très libre. D'accord. Libre parce que je défends, je suis épris de paix et de justice. Je n'ai pas arrêté Alpha Condé, mais il y a une chose que je regrette. On a menti sur moi. Et ça, jusqu'à la fin de ma vie, je considérais comme le mensonge, comme
une arme destructive. Vous connaissez les responsables dans une société fragile. Qui vous ont porté cette accusation? Le récent, c'est vous, parce que vous m'avez posé la question. Merci, docteur Sékou Gouressi Kondé, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Vous avez un message, dernier message? Pensons à la paix. Moi, je pense que la Guinée a de l'avenir. Nous avons une couche jeune qui m'impressionne, qu'ils soient des médias, de la société civile et des partis politiques, qu'ils soient dans l'administration. Les jeunes Guinéens donnent de l'espoir. Moi, je pense que c'est dans l'unité, dans l'acceptation mutuelle que nous allons gagner le défi de l'avenir. Je vous remercie. C'est sous ces mots que nous refermons portes et fenêtres de cette émission Comprendre l'actualité, qui a eu pour invité cet après-midi Dr Sékou Gouressi Kondé, ancien ministre de la Sécurité, également ancien secrétaire général du Conseil national de la transition, ancien médiateur de la République, président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée, directeur exécutif de African Crisis Group. Avec lui, nous avons passé au peigne fin ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Merci à tous d'avoir été de nôtres. Demain, nous vous donnons rendez-vous avec l'ancien ministre de la Communication, Issa Kondé, qui sera notre invité parcours demain. Merci aux chroniqueurs. À demain pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.